Alors, remarquons d'abord qu'il existe plusieurs types d'effondrements de civilisation. Alors, il y a deux classes importantes. Il y a des effondrements de type structurel et des effondrements de type biophysique. Alors, il y en a d'autres, hein. Là, c'est, on va dire, les effondrements les plus importants. Alors, l'effondrement de type structurel consiste en fait en une simplification rapide des structures sociétales. Alors ici, les structures sociétales, on va les comprendre en termes de culture, mais aussi en termes d'institutions. Donc, ce qu'on va regarder en fait ici, c'est les organisations, hein, globalement, dans les relations. Et il y aura un élément clé sur lequel va s'articuler les mécanismes. Et en fait, derrière cet élément clé, c'est la complexité. Le deuxième type d'effondrement qu'on va regarder, c'est les effondrements biophysiques. Donc là, ça consiste en quoi? Ça consiste en une chute rapide de la production industrielle, de la production agricole et aussi de la population. Donc ce qu'on va regarder, c'est plutôt des quantités physiques ou des quantités biophysiques. Et l'élément structurel, vraiment le substrat, là derrière, ça va être la question des ressources. Alors ces mécanismes, donc ils ne sont pas aussi isolés, hein. Par exemple, dans le cas romain, il y a eu essentiellement un effondrement structurel, mais souvent, quand même, lorsqu'on a un effondrement biophysique, on a aussi un effondrement structurel qui arrive après ou en même temps. Donc c'est des choses quand même qui peuvent être liées. Alors, il y a de nombreux chercheurs, hein, qui travaillent depuis un certain temps là-dessus. Il y a de nombreuses civilisations qui étaient plus ou moins sophistiquées, plus ou moins à des niveaux de technologie élevés, qui se sont effondrées il y a très longtemps, il y a 4000 ans, et même il y a des cas plutôt récents. Si vous voulez connaître un peu mieux ces civilisations, je vous invite à lire le livre de Jared Diamond, qui s'appelle Collapse, dans laquelle donc l'auteur essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'un certain nombre de civilisations se sont effondrées et pourquoi d'autres ont réussi à se maintenir. On va d'abord commencer à comprendre les mécanismes qui sont liés aux effondrements structurels. Alors les travaux qui sont de notre point de vue les plus pertinents là-dessus, c'est les travaux de Joseph Tainter qui ont permis de formaliser ça et d'essayer de comprendre un peu les mécanismes. Alors ça repose sur la notion de complexité. Donc cette notion de complexité en fait, correspond en fait à un niveau d'intégration et un niveau de contrôle des comportements, mais il y a aussi derrière une idée qui a une diversification et une spécialisation du système. Donc il y a vraiment ces deux composantes qui sont importantes. Alors pour Tainter, une société, c'est en fait une structure qui est là pour résoudre des problèmes. Et son constat, c'est que ces sociétés ont une tendance irrémédiable à se complexifier dans le temps, tout simplement parce que on est sans arrêt confronté à de nouveaux problèmes, et donc pour résoudre les problèmes, on va rajouter des choses, on rajoute des couches, des institutions, on rajoute des technologies, donc qui complexifient le tout. Et en plus, il y a aussi un côté inertie qui fait qu'on a tendance à ne pas simplifier. C'est pas si facile de resimplifier derrière quand on a créé des choses. Alors la première vraie contribution de Tainter, en fait, c'est de montrer que cette complexité, c'était en fait une fonction économique, qu'elle avait des coûts, des bénéfices, et que en fait, le ratio coût-bénéfice, il évoluait dans le temps. Qu'au bout d'un certain temps, lorsque on est à un niveau de complexité, rajouter un niveau de complexité en plus aura tendance à avoir plus de coûts que de bénéfices. Et donc il y a un moment où on va obtenir un optimum, et le moment où la société va obtenir cet optimum de complexité, il va y avoir une boucle de rétroaction qui va se mettre en place, et juste pour que la société puisse se maintenir, que le système puisse se maintenir, il va devoir se complexifier, et donc toujours coûter plus cher et toujours se complexifier, etc. Et à la fin, on va arriver à ce qu'à la fin, cette situation soit intenable. Alors la deuxième contribution de Tainter porte sur le fait qu'il a montré qu'il y avait un lien très étroit, très fort, très direct entre l'énergie et la complexité. Et donc le moment où il y a justement cet effondrement, c'est où il arrive au moment où ce coût de l'énergie est trop cher, est trop important, il devient insupportable pour la société. À propos donc de d'effondrement structurel, on ne peut pas ne pas aussi parler des analyses de Dimitri Orlov. Alors Dimitri Orlov, c'est pas un chercheur, c'est on va dire un essayiste, c'est quelqu'un qui a un background plutôt d'ingénieur. Il explique qu'il y a plusieurs stades dans l'effondrement, qu'il y a tout d'abord un effondrement financier, puis un effondrement commercial, puis politique. Derrière, on a un effondrement social et un effondrement culturel. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que là derrière, en fait, sur chacun de ces stades, repose en fait un effondrement de croyances.
Donc c'est un peu ce qui caractérise ces différents stades. Et donc, d'abord, par exemple, l'effondrement financier, c'est en fait un effondrement de la croyance dans l'avenir et dans le fait qu'on va pouvoir faire du business, on va pouvoir continuer le business. L'effondrement commercial correspond au fait qu'on ne croit plus dans le marché, on ne croit plus dans la monnaie. Et donc derrière, ça va entraîner des ruptures de chaînes d'importation, ça va entraîner donc des pénuries de biens. L'effondrement politique correspond au fait qu'on ne croit plus à ce que nos États et nos politiques vont résoudre nos problèmes, vont être capables de résoudre nos problèmes. Donc ça va entraîner une baisse de la légitimité des hommes politiques, ça se caractérise par une baisse de la légitimité, et aussi une baisse de la capacité donc des gouvernants, de la capacité à agir. Et ça se traduit encore par des régimes toujours plus autoritaires, et par exemple aussi une baisse de la qualité des services publics, une dégradation du service public. Alors le quatrième stade, donc l'effondrement social, là ça correspond plutôt au fait qu'un effondrement de la croyance que dans les institutions sociales et locales, dans le sens spatial et au niveau des relations. Et donc ça va être local, c'est en général lié au fait que les associations, elles manquent de ressources, et aussi c'est lié au fait qu'il y a des conflits internes qui en général arrivent suite à ça. Et donc il reste le stade de l'effondrement culturel. Il correspond en fait où les sociétés perdent leur capacité dans la générosité, dans l'honnêteté, dans la compassion, dans l'empathie, dans la charité. Donc voilà, donc en fait ces différents stades correspondent en fait à des différents niveaux de profondeur, on va dire, d'éléments constitutifs des sociétés. Hein. Et donc il y a quand même un ordre logique dans ces différents stades, donc comme je l'ai dit, financier, commercial, politique, social et culturel. Mais par contre, Ostrov il le dit très bien, lorsqu'il y a un effondrement, ces effondrements, ce n'est pas séquentiel. C'est vraiment, on a tout qui s'effondre un peu de manière parallèle. Les choses commencent à descendre, peut descendre en même temps. Il y a évidemment des rétroactions entre ces différents phénomènes. Et donc pourquoi est-ce que c'est important de parler de tout ça? Je pense que c'est pour bien comprendre que ces effondrements, ce n'est pas quelque chose de binaire. C'est-à-dire qu'on est dans un stade et tout s'effondre et puis voilà. Ce n'est pas binaire, c'est-à-dire qu'il y a plein de stades, il y a plein de niveaux, et quand on est déjà à un certain stade, on peut aller encore plus bas. Et c'est là où il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se désarmer, il y a des problèmes, ça se dégrade, ça va s'effondrer, la question c'est qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas descendre plus bas. Alors maintenant, on va basculer sur les effondrements biophysiques. On va essayer de comprendre les phénomènes qu'il y a derrière et les mécanismes. Alors, les meilleurs travaux de notre point de vue qui permettent de comprendre ça, c'est les travaux du Club de Rome, le fameux rapport Meadows. Alors ça, c'est donc des travaux qui ont été dirigés par Denis Meadows, qui était chercheur au MIT. Donc ça consistait d'abord ils ont élaboré d'abord un modèle numérique qui représentait le monde avec les différentes classes. Donc il y avait les populations, la production industrielle, la production agricole, il y avait la pollution et les ressources, et donc ces grandes variables interagissaient entre elles. Bien entendu, elles étaient désagrégées, elles étaient à des échelles plus fines, mais là, donc ça c'est les variables agrégées de ce système. Et il est sorti un livre dans les années 70, un rapport qui a été publié, qui a fait beaucoup de bruit. Il est sorti en 12 millions d'exemplaires, en 37 langues. Donc c'est vraiment quelque chose qui a eu un impact important à l'époque. Et c'est un travail qui a été mis à jour relativement récemment, en 2004. Alors, quels sont on va dire, pour nous, l'élément le plus saillant, l'analyse la plus saillante là-dedans, c'est le fait qu'on peut identifier 3 ingrédients dans ces effondrements biophysiques. Alors tout d'abord, on a la croissance, il faut qu'il y ait un phénomène de croissance. Derrière, on a des limites, le système a un certain nombre de limites, et que le système a aussi de l'inertie. Et lorsqu'on a ces 3 ingrédients, le système a tendance à dépasser ses capacités, et derrière, on érode les limites et on arrive à un effondrement du système. Alors donc, là, j'ai donné l'exemple d'une courbe, donc ça peut être n'importe quelle des variables que j'ai citées tout à l'heure, et la limite donne la capacité de charge du système de la variable.
Alors, ce qu'on pourrait penser, c'est que le système, lorsqu'il y a une limite, eh ben, il va s'arrêter doucement à la limite. Mais en fait, le système qui est lié à nos sociétés, il n'est pas comme ça, tout simplement parce qu'on peut dépasser les limites. Et donc, c'est par exemple le cas actuellement. Déjà, en 2007, on consommait 1,3 planète par an. Donc ça, c'était l'empreinte mondiale de l'humanité qui est donnée par le Global Footprint Network. Alors, comment est-ce possible de consommer une planète, probablement aujourd'hui c'est 1,5 planète, comment c'est possible de consommer 1,5 planète par an? Alors en fait, ça vient du fait qu'on a des flux et des stocks. Alors pour illustrer ça, je vais prendre l'exemple des poissons. Donc là, on a, par exemple, dans l'Atlantique, on avait un certain stock de poissons. Et donc on pouvait pêcher autant que ce que les animaux se reproduisaient et on n'affectait pas le stock. Donc on a un flux qui correspond à la quantité de poissons qu'on va pêcher. Donc on va avoir une limite sur le flux. Et tant qu'on ne pêche pas plus que ce qu'il y a de poissons qui naissent, il n'y a pas de problème. Mais par contre, on peut le faire. C'est-à-dire que vu qu'il y a du stock, on va pouvoir pêcher beaucoup plus. Mais par contre, quand on va pêcher dans le stock, on aura une population de poissons moins importante et du coup, le taux de reproduction, la quantité de poissons disponible lors de la reproduction, il sera inférieur. Et donc, du coup, derrière, on va éroder la limite. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a érodé la limite, c'est plus possible d'arriver à refaire un atterrissage en douceur. On va devoir aller beaucoup plus bas. Et donc derrière, par inertie, on descend même encore plus bas que ce que la limite existe. Et donc on a vraiment ce phénomène d'effondrement. Alors, donc le Club de Rome n'a pas seulement fourni des analyses. En fait, il y avait le modèle World Tree qui avait été élaboré. Donc ce modèle, c'est un modèle numérique qui a permis de faire des simulations. Alors voilà donc un résultat type de ce qui est sorti du modèle World Tree. Donc là, ici, je représente les 5 grosses variables que j'ai décrites tout à l'heure. Les ressources, la nourriture, les populations, la pollution et la production industrielle. Et donc, le Club de Rome avait travaillé dans les années 70. Et donc là, j'ai affiché les données. C'était les données qu'ils avaient utilisées à l'époque. Donc après, ils peuvent faire tourner leur modèle. Donc ici, c'est dans le cas du scénario business as usual, le scénario de référence, c'est-à-dire qu'on ne change pas de politique, on garde les politiques qu'on avait avant. Et donc derrière, on a toutes ces variables, globalement, qui montent. Et puis quand on continue un tout petit peu plus loin, tout qui s'effondre. Alors bon, globalement, on a un effondrement autour de 2020, 2030, selon les cas, selon le scénario. Ce qu'il faut voir, c'est que ces outils-là, ils ne permettent pas de faire de la prédiction. Ils n'ont pas la prétention de faire de la prédiction. L'objectif, c'est d'arriver à comprendre qu'est-ce qui se passe, d'essayer de comprendre les mécaniques, et puis aussi, ça permet d'imaginer des scénarios. Alors, le genre de scénario qu'ils ont exploré, par exemple, c'est donc de dire on va probablement découvrir de nouvelles ressources. Par exemple, on a découvert, et c'est vrai, plein de ressources fossiles, mais on avait quand même le système qui s'effondrait derrière, à cause principalement de crises de pollution derrière. Alors, on a tendance à croire aussi que la technologie va nous sauver, donc eux, ils ont aussi essayé des scénarios qu'on appelle hyper technologiques. Et donc là, ils avaient vraiment une volonté d'essayer de voir si s'ils étaient capables d'arriver à trouver des scénarios dans lesquels il n'y avait pas un effondrement, mais une stabilisation de la population. Donc ils ont quand même réussi, mais ça a été assez dur, visiblement. Mais donc ils y arrivent dans un cas où ils font des hypothèses de ressources abondantes, et en plus des hypothèses hyper optimistes où on arrive à inventer les technologies qu'il faut, et puis surtout à les développer, à les déployer dans les temps qu'il faut, etc. Bon. Alors, dans ce genre de modèle, ils arrivent à stabiliser la population, même si c'est laborieux. Par contre, on remarque qu'on a quand même une chute de la production, donc il y a quand même une chute de la production industrielle, c'est-à-dire une baisse du niveau de vie, entre guillemets. Et surtout, il y a une explosion des coûts, en fait, qui n'apparaissent pas ici. Ces genres de modèles ont des limites, et ces limites-là, en fait, ce modèle-là, il ne prend pas vraiment en compte les phénomènes d'effondrement que définit Tainter, d'effondrement structurel lié à la complexité. Et on peut clairement imaginer que dans une telle configuration, on se retrouve dans un cas où les mécanismes décrits par Tainter pourraient se déclencher et on arriverait de toute façon à un effondrement de type structurel.